Les dragons sont sans aucun doute les créatures fantastiques les plus connues à travers le monde. Ils font gamberger l'imagination collective depuis le début de la civilisation humaine. On dit que les premières traces de leur création furent trouvées sur les terres africaines avant de rejoindre l'Asie et l'Occident. Le dragon est universel, mais nombreuses civilisations ont supporté un regard différent sur la bête. Un regard qui s'est transmis tout d'abord à travers différents récits du Moyen-Âge, avant d'être modernisé par des auteurs comme Tolkien, Akira Toriyama, Ursula K. Le Guin, Christopher Paolini ou encore George W.R. Martin. Quasiment tous ont popularisé ce qu'on appelle l'heroic fantasy, un sous-genre de la fantasy qui sera également boosté à travers le jeu. Qu'il soit de plateau ou sur console comme Donjons et Dragons, Warcraft, Dofus, Pokémon, mais aussi à travers cet art qu'on appelle le cinéma. Et on va pas se mentir, les dragons sur le grand écran, ça a pas souvent été synonyme de qualité et de grandeur. Le film de dragon, si on peut considérer ça comme un genre, n'a pas souvent eu bonne réputation. Et c'est ce qui m'a poussé à fouiller dans les entrailles du 7ème art pour dénicher quelques pépites, et surtout pour vous parler de ce genre assez unique qui a quand même su tirer son épingle du jeu à quelques reprises. Du coup, perdons pas une seconde et parlons de dragon. Cette toile que vous êtes en train d'admirer a été réalisée entre 1450 et 1455 par Paolo Uccello. Elle illustre un chevalier tentant de sauver une princesse des griffes d'un dragon. Aujourd'hui, presque 600 ans plus tard, cette toile est encore à l'origine d'histoires chevaleresques mettant en scène un valeureux prince prêt à se battre contre la bête féroce pour sauver la princesse. Dans la littérature tout d'abord, mais aussi au cinéma. Car c'est bel et bien le postulat de base du tout premier film mettant en scène un dragon, les Nibelungen. Et c'est sans doute très mal prononcé, mais j'ai pas fait allemand LV2, donc c'est un peu compliqué pour moi. Sorti en 1924, le film raconte l'histoire d'un prince déterminé à épouser une princesse, mais croisant sur son chemin un dragon qu'il va tuer avant de tremper son corps dans son sang, ce qui le rendra invulnérable. Et ce principe de prince contre dragon égale princesse se répétera encore dans Le Chevalier Blanc sorti en 1957, La Belle au Bois dormant, film d'animation Disney sorti en 1959 et adaptation du conte de Charles Perrault, L'Épée enchantée, Jack le tueur de géants, et même Shrek 40 ans plus tard revisitera à sa manière cette histoire universelle. Il faudra attendre 1977 et le film Peter et Elliot pour enfin voir un dragon vert. Un dragon vert? Bon ok, on va pas se mentir, cette version de 1977 a extrêmement mal vieilli. Mais elle aura au moins eu le mérite d'offrir un peu de changement quant à l'image de ce monstre fantastique. D'ailleurs, le remake de 2016 est quand même beaucoup plus intéressant. Il offre un message pertinent sur les dérives de l'environnement et l'incapacité de l'homme à comprendre ce qui l'entoure. Et c'est exactement ce que caractérise l'image que renvoie le dragon occidental depuis le Moyen-Âge. C'est une bête qu'on combat ou c'est une bête qu'on essaye de dompter. Mais dans les deux cas, c'est une bête que l'on ne comprend pas. En Occident, le dragon est l'incarnation du mal. Par exemple, dans la mythologie slave, les dragons sont décrits comme des créatures maléfiques menaçant des villages en demandant des jeunes vierges en sacrifice ou de l'or. Et cette légende a grandement inspiré deux œuvres. Tout d'abord, Le Dragon du Lac de Feu, film fantastique sorti en France en 1982, et qui raconte comment un dragon terrorise tout un royaume jusqu'à ce que le souverain de ce royaume décide d'offrir à la bête plusieurs vierges afin de préserver la paix. C'est sans aucun doute un des films qui incarne le mieux ce que peut être l'heroic fantasy. Mais étant totalement éclairé à la lumière naturelle, il peut vous paraître un peu vieillot aujourd'hui, surtout qu'il n'a pas connu beaucoup de remasterisation. Cependant, il reste un des meilleurs films du genre, et pour une production Disney, il a dû faire son petit effet il y a 38 ans. Cette légende a également inspiré une partie de l'histoire du Hobbit. Roman fantastique écrit par Tolkien en 1937 qui raconte comment un dragon a réussi à s'emparer de la cité d'Erebor et de l'immense trésor qui s'y trouvait. Cette fameuse histoire sera adaptée à l'écran à travers un court-métrage d'animation en 1966, un téléfilm en 1977, mais surtout découpé en 3 films pour le cinéma de 2011 à 2015. Smaug, interprété par Benedict Cumberbatch, est sans aucun doute le dragon le plus réussi de l'histoire du cinéma. Au-delà de son magnifique design et de son immensité, Smaug est un véritable antagoniste d'envergure dans la trilogie de Peter Jackson. Le fait qu'il puisse parler en fait un être doté d'une grande intelligence et par conséquent d'égocentrisme et de sadisme. Benedict Cumberbatch fait un travail incroyable, bien que la version française assurée par Jérémy Covio soit tout aussi réussie. Maintenant, même si Smaug est
considéré comme le haut du panier en termes de dragons parlants 100% numérisés, il ne sera pas le premier puisqu'en 1996, Rob Cohen, réalisateur du premier Fast and Furious, rien que ça, mettra en scène le tout premier dragon à être entièrement réalisé en images de synthèse. Rob Cohen, donc, spécialiste des séries B d'action décérébrées, signe en 1996 un film d'heroic fantasy révolutionnaire pour l'époque, Cœur de Dragon. C'est en effet la première fois sur grand écran qu'on verra un dragon entièrement réalisé en numérique. C'est ILM, la société d'effets spéciaux de George Lucas, qui gérera la production du dragon. Une sorte d'entraînement pour le créateur de Star Wars, qui reviendra sur le devant de la scène 2 ans plus tard avec La Menace Fantôme. Cœur de Dragon est un film qui n'a pas tant mal vieilli que ça. Alors bien sûr, quand on voit ce qui est possible aujourd'hui en termes de VFX, le dragon de ce film peut paraître ridicule. Mais pour l'époque, c'est une véritable prouesse technique. Et de plus, ça sert le récit, puisque ça humanise le dragon qui sera doublé en VO par Sean Connery et en VF par Philippe Noiret. Bien sûr, il y a eu des précurseurs avant lui, mais ce film représente à son niveau un tournant important dans l'utilisation des effets numériques au cinéma. Le dragon est loin d'être ridicule, il est même plutôt convaincant, assez attachant, bien qu'étrange parfois. Hello, mais relativement charismatique. Quant au film en lui-même, il est plutôt sympathique. À la frontière du grotesque par moments, je vous l'accorde, notamment à cause de son antagoniste qui en fait des caisses, mais il arrive pourtant à offrir de vrais moments de féerie, d'humour et même d'émotion. Cependant, ça reste encore un film de dragon qui se passe durant l'ère médiévale. Et nous, on veut du neuf, on veut voir des dragons chez nous, à notre époque. On veut un casting de mecs badass, on veut des dragons qui bouffent des humains en plein air. On veut ça là, voilà, ça a de la gueule. They've got one chance to take back their world. Matthew McConaughey, Christian Bale. Reign of Fire. Le règne du feu, sorti en 2002, raconte comment l'extension du métro londonien a malencontreusement libéré des dragons endormis depuis des millénaires, qui vont se reproduire à vitesse grand V et éradiquer l'espèce humaine en plongeant la Terre dans une nouvelle période glaciaire. Le film, au vu de son manque conséquent de budget, ne va pas se concentrer sur la destruction humaine, mais sur l'après. Sur comment le peu d'êtres humains encore en vie arrivent à s'en sortir et à survivre face à ces monstres assoiffés de sang. En gros, on a affaire à un film de zombies, mais avec des dragons. On se paye le luxe d'un Mad Max dragonneux avec un Christian Bale, sauveur de veuves et d'orphelins, et un Matthew McConaughey, prince du biceps et de la punchline. Le long métrage réinvente à sa manière le film de dragon. Il y insère ce côté chevaleresque, cette ambiance médiévale, mais évolue dans un futur post-apo poussiéreux, lugubre et ancré dans notre réalité. Le film joue avec les époques de façon hyper habile. On va poursuivre un dragon en hélicoptère, puis à cheval 5 minutes plus tard. Certaines scènes sont réellement incroyables, je pense notamment à la fameuse course-poursuite dans les airs, et à la destruction d'un château par une de ces grosses bébêtes, pas super contente. Franchement, pour une série B de luxe certes, c'est hyper bien fichu. La photo joue à fond la carte de l'obscurité pour retranscrire une véritable ambiance, mais en gardant toujours une image hyper lisible, les contrastes sont soignés, le cadre intéressant. Non, franchement, c'est un bon film. Et un film osé en plus, car aujourd'hui, aucun grand studio n'aurait le courage de signer pour une telle histoire. Les dragons, quant à eux, et au vu du budget, sont une grande réussite. On les prend au sérieux directement, car l'atmosphère du film et son époque rend ces bestioles hyper crédibles. Pas une seconde, je me suis dit que tout ceci n'était pas possible, tant le rendu est convaincant et se marie à merveille dans cet environnement. Le climax à Londres en est un parfait exemple. On pourrait malgré tout reprocher au film des personnages trop stéréotypés. Et encore, c'est parce que le personnage de Van Zandt en fait des caisses qu'il en devient fascinant et badass. En dehors du fait bien sûr qu'il soit joué par un acteur incroyable. Donc ouais, un film post-apo avec Christian Bale et Matthew McConaughey, une ambiance terne et rock'n'roll, qui réinvente le mythe du dragon en l'incorporant dans notre époque, moi je signe direct. Même si oui, il ne sera pas le premier film à intégrer ces animaux dans l'ère moderne, puisqu'il est sorti bien avant, en 1982, Épouvante sur New York. Une sorte de polar fantastique où un dragon s'amuse à becter des habitants de Manhattan. Mais également encore avant, puisque sort en 1963 au pays du soleil levant, un film qui s'appelle Atragon, et qui raconte comment un peuple et son continent disparu il y a des milliers d'années s'apprêtent à ressurgir à la surface de la Terre pour conquérir le monde. Ce qui va bien entendu nous offrir des scènes comme un dragon géant contre un sous-marin perceuse. Et c'est ce qui constitue une parfaite transition pour vous parler du traitement des dragons dans le cinéma asiatique. Chez les occidentaux, les dragons sont caractérisés comme des reptiles ailés.
Ils se rapprochent le plus de la représentation qu'on peut s'en faire aujourd'hui. Chez les Grecs, ils sont perçus comme des gardiens de trésors. Chez les Bretons, ils sont la représentation de l'envahisseur, notamment à cause des anglo-saxons et des vikings qui les utilisaient comme emblème durant leur conquête. Et chez les chrétiens, ils sont purement et simplement perçus comme l'incarnation du diable lui-même. Bref, vous l'aurez compris, en Occident, le dragon est pas des plus appréciés. Souvent synonyme de guerre, d'avidité, de barbarie, voire même de satanisme. Voilà pourquoi chez nous en Europe et chez nos amis américains, les dragons au cinéma sont très souvent perçus soit comme une menace, soit comme des animaux de compagnie. Car il est bien connu que l'homme a toujours voulu contrôler ce qui est incontrôlable. C'est une sorte de fantasme. Et si les dragons, ces êtres intrépides et sans pitié, pouvaient nous obéir? Mais vers l'Est, en Asie, le dragon n'est pas du tout perçu comme une menace. Bien au contraire. Le dragon oriental est physiquement différent de celui qui gamberge dans notre subconscient. Plus long, plus fin, sans ailes, il est vu en Asie comme un gardien du ciel et de la mer, comme une force de la nature. Dangereux si on le pousse à bout, mais inoffensif si on le laisse en paix. En Chine, il est souvent associé à l'empereur, et donc au pouvoir. En Corée, d'anciens textes mentionnent parfois des dragons sensibles, capables de parole et de comprendre des émotions complexes, comme la dévotion, la bienveillance et la gratitude. Et dans les autres pays comme le Japon ou le Vietnam, il en va de même. On fabrique des monuments et des temples en l'honneur de ces divinités aquatiques. Et pourtant, le cinéma asiatique, notamment japonais, a plus eu tendance à mettre en avant la légende de Yamata no Orochi datant du XIIIe siècle. Un dragon à 8 têtes qui, contrairement aux autres représentations des dragons chinois ou japonais dépeints comme bons, est dépeint comme mauvais et dangereux. Cette divinité inspirera notamment Ghidorah, le monstre à 3 têtes, rival légendaire de Godzilla qu'on peut voir dans plusieurs films de la franchise, jusqu'au dernier en date en 2019. Yamata no Orochi inspirera également Le Petit Prince et le Dragon à 8 têtes, un film d'animation japonais sorti en 1963 et qui va reprendre la trame classique des films Disney de l'époque où le prince tue le dragon pour sauver la princesse. Seuls les Miyazaki rendront hommage à ces bêtes divines. Le fils tout d'abord avec les contes de terre et mer, mais surtout le père, la légende, Hayao Miyazaki avec un de ses chefs-d'œuvre, Le Voyage de Chihiro. This fall, prepare to be spirited away. Le film raconte comment une petite fille de 10 ans va malencontreusement rester bloquée dans un monde d'esprits et de monstres avec ses parents et va tout faire pour sauver ces derniers transformés en cochons. Oui, déjà le résumé sonne bizarre, et tout le film est bizarre. Mais ce serait un affront que de le résumer qu'à ça, puisque c'est cette bizarrerie qui va rendre cet univers fantastique totalement unique. À la frontière entre le fascinant et le terrifiant. Maintenant, au-delà de sa dimension fantastique, le film dénonce surtout la société de consommation. Il met les humains face à leurs péchés. On assiste aussi à un voyage initiatique pour le personnage de Chihiro, qui va devoir surmonter tout ça alors qu'elle n'a que 10 ans. C'est son innocence enfantine qui va sortir ses parents de leurs péchés d'adulte. Vous l'aurez compris, le film est une merveille. Mais concentrons-nous plutôt sur le personnage d'Aku. Un être pur, d'une bonté et d'une générosité sans égale, et qui sera littéralement comparé à la divinité d'un dragon, puisqu'il lui empruntera son aspect durant le film. Et c'est plutôt sensé quand on y pense. Un être humain noble et généreux à la recherche de son identité, et qui va être épaulé dans sa quête par la créature divine par excellence. Miyazaki ne s'y trompe pas en associant Aku au dragon oriental. D'ailleurs, les films d'animation, qu'ils soient occidentaux ou asiatiques, ont toujours su retranscrire à merveille toute l'aura que peut dégager un dragon. Bien plus que n'importe quel film en images réelles. Et rien de plus normal. Un dessin sera toujours plus à même de faire preuve d'originalité dans son design qu'une image de synthèse ou un animatronique. Rien de mieux que l'animation pour faire vivre ce qui sort des fruits de notre imagination. J'ai déjà cité La Belle au Bois dormant et son dragon inoubliable. Shrek qui en quelque sorte parodie le dragon de ce dernier. Le Petit Prince et le dragon à 8 têtes. Mais aussi Merlin l'Enchanteur avec cette sorcière qui se métamorphose en dragon pour tenter de vaincre Merlin, Le Vol des Dragons, toute la série de films Dragon Ball Z, Excalibur, l'épée magique, Mulan qui met en avant le désormais culte Mushu, Chasseur de Dragons en 2008, et enfin et surtout le film d'animation qui fera honneur au genre et qui engendrera l'une des trilogies les plus épiques de l'histoire du cinéma d'animation, la franchise sortie tout droit des studios DreamWorks, j'ai bien surnommé Dragon.
Je vais vous parler de la trilogie Dragon comme une œuvre à part entière et indissociable. La trilogie va nous conter l'histoire d'Harold, fils d'un chef viking qui a du mal à accepter sa condition de futur leader, voire même de viking tout court, et qui va tout faire pour trouver sa place tout en se liant d'amitié avec une créature unique en son genre, un dragon. Un animal qui est en guerre depuis des générations avec le peuple viking. Et en dehors de quelques exceptions, je vais bien entendu m'attarder sur la relation unique entre Harold et Croque-Mou. Deux êtres qui ont tout pour se craindre mutuellement, totalement différents sur le papier, mais bien plus proches qu'on ne peut le croire. Croque-Mou et Harold sont deux solitaires, ils vont trouver l'un en l'autre toute l'affection dont ils ont besoin. L'un étant rejeté par les siens, et l'autre étant devenu le dernier de son espèce. Harold, en pleine transition entre l'adolescence et la vie d'adulte, va trouver sa personnalité, son courage à travers Croque-Mou. Et au-delà de ça, une amitié va se forger entre deux êtres totalement différents. Toute la trilogie va avancer dans ce sens. Harold va évoluer, grandir, mûrir au fur et à mesure des films. Et c'est là la puissance de cette licence. Dragon parle à tout le monde, offre de belles valeurs aux enfants, comme l'amitié, le partage, le fait de ne pas obligatoirement être grand et fort pour faire preuve de courage, mais surtout le fait de savoir accepter son prochain, d'aller au-delà des différences pour évoluer. Les Vikings qui ont toujours détesté les dragons ont finalement appris à les connaître et réussissent par la suite à vivre en harmonie avec eux. Mais la trilogie parlera aussi au plus grand puisqu'elle n'a pas peur de prendre des risques comme blesser ses personnages principaux. Harold perd une jambe, je le rappelle, c'est quand même assez rare pour être souligné, mais aussi tuer ses personnages. La trilogie jouit d'une dramaturgie assez imposante pour qu'un adulte y trouve un véritable intérêt et aille au-delà du cliché animation égale enfant. Quant aux personnages féminins, ils sont extrêmement bien développés dans cet univers pourtant ultra viriliste. C'est des Vikings, hein, je le rappelle. Bref, cet univers est ultra riche et pas que dans son développement de personnages, car visuellement on est au maximum de ce qu'on peut réaliser en termes d'animation. Et le design de chaque dragon est unique en son genre. Un style assez cartoonesque qui pourra en gêner certains, mais qui offre une vraie personnalité à ce qu'on peut considérer comme de véritables personnages. Sans parler du design de Croque-Mou qui est une réussite totale. Comment ne pas craquer face à autant de mignonneries? Donc oui, prenez mon argent au grand gourou du merchandising, vous avez réussi votre coup. Puis c'est assez rigolo de constater que Croque-Mou, au-delà d'être un dragon, c'est aussi un chat. Craintif au premier abord, attiré par les balles, les petites lumières, amoureux des gratouilles, c'est très malin d'associer le comportement du dragon à celui d'un animal qu'on côtoie possiblement tous les jours. Ça nous familiarise beaucoup avec lui. Si vous avez vu Dragon 3, vous savez déjà qu'il ne constitue pas un film aussi réussi que ses prédécesseurs. Mais vous avez sans doute été pris à la gorge durant cette fin pleine d'émotions. La fin d'une ère, mais surtout la fin d'une saga qui aura su porter haut et fort ses différents messages tout en proposant du divertissement explosif et une animation fabuleuse. Donc merci DreamWorks, et merci d'avoir redoré le blason des dragons au cinéma. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère que ce sujet un peu spécial vous aura plu. Je vais quand même rendre hommage au grand oublié de cette vidéo avant de vous quitter. L'histoire sans fin, Willow, Donjons et Dragons, Évolution, Harry Potter et la Coupe de Feu, Eragon, Sintel, qui est un court-métrage d'animation néerlandais disponible sur YouTube et que je vous conseille 1000 fois, sans oublier ces innombrables nanars qui ont fortement influencé l'image désastreuse des films de dragons à travers le monde, Massiste contre les monstres de l'apocalypse, Cœur de Dragon épisode 2, Barbie, Princesse Réponse, Dragon Fighter, Diwar, la guerre des dragons, Les Chroniques du Dragon, Merlin et la guerre des dragons, moi Arthur, 12 ans, chasseur de dragons, Fast and Furious 13, Dwayne Johnson contre les dragons. Bon ok, le dernier c'est moi qui l'ai inventé, mais ça pourrait avoir de la gueule quand même. Un petit mot également sur les séries télévisées qui ont su populariser ces monstres au fil des décennies. Dragon Ball Z bien entendu, même si ça ne concerne pas vraiment la trame principale de l'animé, quoique un petit peu quand même. Yu-Gi-Oh! Et son fameux dragon blanc aux yeux bleus, et toutes ces sortes de dragons possibles et imaginables. Je veux dire, Yu-Gi-Oh! En termes de dragons, c'est fou. Et bien entendu, Game of Thrones avec sa dynastie Targaryen, qui aura su tirer parti de ses bêtes pour conquérir les 7 royaumes. Bref, les dragons auront su jouir d'une grande influence, que ce soit dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans la fiction. Et je pense qu'on est loin d'en avoir fini avec ces majestueuses créatures.